Bienvenue à tous. Notre invité est déjà en studio, Maître Isabelle Amegavi. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Vous êtes la présidente du groupe parlementaire ANC au Parlement et deuxième vice-présidente du même parti. Nos meilleurs vœux pour commencer. Merci, les meilleurs réciproques de santé, de prospérité, de paix du cœur, de paix au foyer, en famille et également dans tout le pays. Merci beaucoup. Au travail également, beaucoup de courage et beaucoup de persévérance dans le travail. Merci beaucoup. Cher confrère Ibrahim Acha, bonjour. Bonjour Mathieu et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et mes meilleurs vœux aux éditeurs de Radio Zéphyr et à tous les confrères. Et nos meilleurs vœux aussi à Honorable qui est parmi nous ici, à sa formation politique et à tous les Togolais. Merci beaucoup d'être là, que le Dieu nous donne la santé de faire pour que à chaque moment, comme vous sollicitez, que vous veniez ensemble qu'on débatte des sujets d'ordre national dans cette émission. Encore une fois, merci. Maître, avant de vous donner la parole, je vais parler avec le confrère du bras de fer entre l'Office togolais des recettes et le collectif des transitaires non agréés. La pomme de discorde, c'est l'entrée en vigueur du badge de l'ETR depuis le 1er janvier dernier. Tout transitaire doit porter un badge de l'ETR avant l'entrée au port autonome de Lomé. Les transitaires non agréés, qui s'estiment à 8000 personnes, pensent que ce système de badge est introduit pour les mettre au chômage, tellement les conditions d'obtention de ce badge sont difficiles. Depuis lundi, donc, ces transitaires sont en grève et se retrouvent à l'entrée du port pour manifester leur mécontentement. Et hier, ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. C'est donc l'équipe de reportage de Zéphyr était sur les lieux. Chers confrères, peut-être vous êtes quand même au courant de cette histoire. Quel commentaire sur ce bras de fer? Non, moi je pense que, vous savez, les transitaires, ceux qu'on dit qui ne sont pas agréés, c'est des gens qui font leur business au port de Lomé. C'est ça même qui donne un certain dynamisme au port de Lomé. Donc mettre tout ce beau monde sur les carreaux, je pense que ce n'est pas de nature à assurer un bon fonctionnement du port autonome de Lomé. Et vous savez, tout ce qu'on appelle des transitaires non agréés, c'est des gens quand même qui sont reconnus par le port autonome de Lomé. Ils ont leur badge délivré par le port autonome de Lomé. Donc le problème se pose au niveau de l'OTR. Et c'est là où nous devons demander aux autorités de l'OTR de faire, en tout cas, de voir dans quelle mesure on peut considérer aussi ces transitaires qu'on dit non agréés, mais qui font des prestations au port, qui font rentrer des devises. Parce que quand on veut sortir un véhicule, c'est qu'on suit une certaine procédure. On fait des formalités et les formalités, plus souvent, vous savez que c'est des formalités payantes. Donc c'est des gens aussi qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'essor de notre économie nationale. Donc il ne faudrait pas marginaliser ce bon monde-là, il faut les intégrer, surtout que nous sommes dans une société où l'emploi des jeunes pose problème. Donc ceux-là, il faudrait quand même qu'on les organise de sorte qu'ils puissent aussi participer à la vie économique de notre pays. Quand j'ai interrogé des transitaires, ce qu'ils m'ont rapporté, et j'attends de vérifier cela au niveau de l'OTR, c'est qu'ils ne trouvent pas d'objection quand même à se faire délivrer les badges, mais c'est au niveau de l'OTR qu'on refuse de leur délivrer les badges. C'est ce qui pose problème. Ce n'est pas le prix, ce n'est pas les formalités qu'il faut faire que ces transitaires refusent, mais c'est au niveau de l'OTR qu'on a limité le nombre de badges. Donc ça, je pense que ce n'est pas bien. L'OTR, c'est créé pour renflouer les caisses de l'État, c'est créé pour créer encore plus de possibilités, de mécanismes pour pouvoir renflouer les caisses du trésor public, mais ce n'est pas créé contre les citoyens. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut voir la chose et que l'OTR ne soit pas perçu comme je sais pas, un loup qui veut avaler les populations. Oui, si vous permettez, Acha, je le disais hier, notre équipe de reportage était sur le terrain. Blaise Poukou a réussi à recueillir les propos de quelques manifestants. On va les écouter, on revient. Nous sommes tous des Togolais. Ce qu'on nous impose ici aujourd'hui, on ne refuse pas ce qu'on nous impose. Mais la manière dont la chose est imposée, c'est ça qui nous énerve. On ne peut pas se lever de jour au lendemain, nous dire qu'on devons avoir des badges d'abord avant de nous introduire nos dossiers au niveau de la douane. C'est ça qui nous fait voir qu'ils cherchent un moyen pour nous faire renvoyer dans le domaine. Parce que la manière dont eux-mêmes ils voulaient prendre notre métier, ils veulent s'accaparer de ça et garder ça pour leur propre famille. En principe, au port, nous sommes libres
de travailler comme on veut. Maintenant, ils ont dit que le badge, on n'a pas obligé de faire le badge OTR. Maintenant, ils nous imposent que le badge est limité. Et nous, on a dit non, le badge ne peut pas limiter. Le mec doit faire le badge déposé et au niveau de la douane, tu donnes ta carte d'identité et tu prends le badge pour aller faire ton travail et tu repars. Ils ont dit non, que jamais. Maintenant, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient privatiser notre travail et coder les bateaux, donner les travaux aux maisons agréées et nous chasser à la maison. Nous sommes d'accord. Là où on est maintenant, nous sommes déterminés. On va aller jusqu'au bout. On ne veut pas le badge. Si on veut le badge, c'est le badge anonyme. Tout le monde doit porter le badge anonyme. C'est ça. Demain, vous allez nous voir encore là-bas. La lutte continue. On n'a qu'à annuler les badges. Soit, si on n'annule pas les badges, on n'a qu'à adoucir les conditions d'adoption des badges. Pour qu'on nous fasse des badges anonymes. Les conditions dans lesquelles ils nous ont demandé à faire les badges, c'est pas ça. Nos camarades même qui sont allés pour faire les badges même, ils n'arrivent même pas à obtenir les badges. Ils ont déposé les dossiers avec l'argent, on les a pas octroyé les badges. Qu'est-ce qu'ils veulent? Nous constituons les démarches entre les maisons et les clients. Aujourd'hui, si les clients viennent, c'est nous qui prenons le dossier, on s'en va, on prend caution dans les maisons agréées, et par là, on paie la caisse de l'État et on distribue le reste de l'argent. Ce qui nous reste, c'est pas beaucoup. Et là, ce que nous demandons, on a qu'à faire des badges anonymes. Si bien, on a qu'à cesser même le problème de badges là jusqu'à moins 6 mois pour qu'on voit ce qu'on peut faire. Oui, vivement que les uns et les autres se comprennent pour que ce problème trouve une solution. Mais avant de demander l'avis de notre invité sur la question, Ibrahim, si vraiment ces 8000 transitaires n'ont pas finalement de badge qui devaient se retrouver à la maison, je crois que ça doit être vraiment un problème social. Oui, ça serait une catastrophe, puisque 8000 personnes, vous voyez, derrière ces 8000 personnes, c'est des milliers encore de personnes, parce que un transitaire, c'est quelqu'un qui nourrit beaucoup de personnes. En général, même un père de famille, en Afrique, c'est cela. Et surtout, ouais, en général, c'est ça en Afrique. Et quand vous avez un transitaire dans la famille, tout le monde, tous les regards sont focalisés vers lui. Quand il y a des besoins, c'est vers lui qu'on exprime ses besoins. Donc, si ce monsieur, du jour au lendemain, ne se retrouve plus, qu'il n'a plus de ressources pour pouvoir subvenir aux besoins de ses proches, de ses parents et autres, là vous voyez que ce n'est pas bien. Outre le côté social, il faut voir le côté même économique. Parce que depuis pratiquement lundi, ce n'est pas la grande affluence. Ce n'est pas la grande affluence. Et vous savez aussi, pour pouvoir sortir des choses au port, quand vous envoyez des conteneurs ou autres, il faut avoir une personne de confiance. Donc il y a eu une certaine confiance qui s'est établie entre ces démarcheurs-là, ces transitaires et certains concessionnaires et certains opérateurs économiques. Donc, si on prive ces gens-là de travailler au port de Lomé, je me demande, est-ce que le port aura encore son dynamisme? Il y aura beaucoup plus d'affluence vers les autres ports. Et ça va desservir le port de Lomé. Actuellement, avec l'OTR, vous savez que les opérateurs économiques, il y en a plein qui ne convoient plus leurs marchandises vers le port de Lomé. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Les gens envoient plutôt leurs marchandises au niveau du port de Tema ou bien de Cotonou. Et parce qu'ils se disent que là-bas, les mesures sont plus souples. Donc, l'OTR doit revoir un peu la façon de faire les choses. Nous voulons de l'argent, mais il faut quand même voir comment faire ça. Voilà, l'homme au centre de ce débat et voir dans quelle mesure on peut repositionner le port. Nous avons un port en eau profonde, ce qui attire beaucoup de personnes au niveau de ce port. Donc il faudrait quand même assouplir les conditions et faire de telle sorte que les nationaux puissent bénéficier vraiment de ce port. D'accord. Voilà. Maître Isabelle Amengavi, vous êtes la deuxième vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement et puis présidente du groupe parlementaire ANC. Votre avis sur cette situation qui prévaut depuis lundi au port autonome de Lomé? Merci. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter, on l'avait fait tout à l'heure entre nous, mais je n'ai pas eu l'occasion de souhaiter une bonne et heureuse année aux populations togolaises, à vos auditeurs qui nous écoutent. Donnez-moi une seconde pour pouvoir sacrer à cette tradition-là et leur présenter mes meilleurs vœux de bonne santé, de prospérité, de paix du cœur, de paix dans le pays et que chaque Togolais puisse se sentir véritablement à l'aise sur le territoire national et autres et bien évidemment placer le Togolais en tant que personne au centre de tous les intérêts s'agissant du gouvernement. Et tout à l'heure, j'embraye de suite sur la question qui m'est posée. Et je dirais que les mesures qui sont prises
pour arranger peut-être les choses au niveau de l'État n'ont de valeur que lorsque ces mesures-là sont appliquées en tenant compte de l'intérêt des populations qui sont gouvernées. Et je veux dire que nous avons ce problème-là tout le temps au Togo. C'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais j'appliquerai ce problème qui arrive à ce qui s'est passé à Mango. À Mango, il s'est passé le problème lié aux aires protégées, faune et autres, que tout le monde sait être nécessaire dans un pays compte tenu de la protection de l'environnement et autres. Mais c'est la manière dont ce projet a été imposé, je dirais, aux populations déjà traumatisées qui a donné les tristes événements que nous avons connus dernièrement à Mango. Aujourd'hui, j'ai suivi le commissaire des douanes sur la TVT hier qui donnait les explications sur la nouvelle mesure de l'utilisation du badge pour les transitaires dits non agréés. Et il expliquait en disant qu'il s'agissait d'une mesure à la limite communautaire, que c'est au niveau de l'UOMOA que cette mesure-là est imposée à tous les États et autres, et le Togo ne peut pas faire. Mais je dis que cette mesure-là ne peut pas être valable, ne peut véritablement être efficiente pour les Togolais que lorsque cela leur est expliqué, lorsque les conditions pour rentrer, puisqu'il s'agit de nouvelles mesures, pour faire dos à l'ancienne mesure et rentrer dans la nouvelle mesure sont expliquées et que les conditions sont créées de telle manière que les gens puissent se retrouver dans la nouvelle mesure qui est prise. Mais la manière cavalière que le gouvernement a ça tout le temps depuis septembre, maître, oui, mais tout le temps d'imposer les choses. Négociations ont fait qui sont arrivées jusqu'à janvier 2016. Oui, mais ça voudrait dire qu'il y a un problème quelque part qu'il faudrait régler, qu'il faut prendre le temps et la patience de régler, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, 8000 personnes dans les rues, ça va être quelque chose d'extraordinaire. C'est la même chose en ce qui concerne l'essence difrélatée, qui constitue un danger, le fait de manipuler ce produit très très dangereux, là comme on le fait, qui est dangereux, tout le monde le reconnaît, mais qui constitue comment dire, les raisons de vivre des populations qui sont confrontées à un chômage endémique et qui nécessairement doivent pouvoir faire vivre leur famille, leurs enfants et autres, et tout ça, et qui ont appris ce métier, qui l'exercent et qui s'en sortent. Vous avez vu que lorsqu'on a commencé sans préparation à poursuivre, à attaquer les vendeurs de ce qu'on appelle boudin et autres, mais nous sommes confrontés aujourd'hui à un problème dans notre pays, c'est l'insécurité. Parce que c'est ça le problème. Lorsque les gens s'adonnent à des activités et que pour une raison ou une autre, ces activités-là leur sont retournées, vous allez voir, vous faites des délinquants que vous mettez dans les rues et qui créent des problèmes d'insécurité auxquels le gouvernement n'arrive pas à faire face. D'accord. Donc voilà ce que moi je dis, c'est les mesures, c'est vrai, même si elles sont véritablement raisonnables, même si elles sont imposées par des lois et autres, il y a la manière d'expliquer, il y a les conditions à mettre en œuvre pour faire changer les gens, faire partir les gens d'une ancienne mesure vers une nouvelle mesure. C'est cela que nous remarquons qui manque au gouvernement, et c'est ça qui crée toujours des tensions sociales dans notre pays. D'accord, on va vous laisser la parole. Là, on va essayer de faire un peu le bilan des activités que vous avez menées en 2015, puisque nous sommes déjà 8 jours après 2016. Dites-nous un peu quelles sont les activités que vous avez menées. Là, on rentre vraiment dans le vif du débat comme ça. Les activités d'une manière ramassée, je sais qu'il y a beaucoup de choses. D'une manière ramassée. Bon, je ne sais pas, parce que moi, j'ai la double casquette. Je ne sais pas si c'est à la vice-présidente du parti que vous vous adressez ou à la présidente justement, c'est du groupe parlementaire. C'est à la vice-présidente de l'ANC en attendant. Vous savez que l'ANC se positionne dans l'opposition
l'opposition, comme tout le monde le sait, et donc lutte pour l'alternance dans notre pays. Et parfois, vous êtes même taxé de radical, l'opposition radicale. Il n'y a pas de problème. Si c'est se battre pour la liberté, pour le bien-être des populations, c'est du radicalisme. Nous réclamons être des radicaux. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, ces objectifs-là que c'est assigné, l'ANC s'est transcrit dans l'exécution pratique sur le terrain en beaucoup d'activités que vous avez suivies. Je suis venu sur votre plateau plusieurs fois pour expliquer voilà, des situations qui se posaient, des problèmes auxquels nous étions confrontés. Nous avons eu à faire plusieurs tournées dans l'année 2015, puisque l'année 2015 était réputée une année électorale. Il y avait l'élection présidentielle qui devait avoir lieu et tout ça. Donc nous avons fait des tournées, nous avons rencontré les populations togolaises dans sur leur lieu de travail, leur lieu d'habitation et autres. Nous avons partagé leurs souffrances, leurs problèmes, leurs rancœurs avec elles. Nous avons eu à faire plusieurs conférences de presse pour expliquer des situations. Nous nous sommes battus dans la rue, sur les ondes et utiliser tous les moyens mis à la disposition d'un parti politique pour faire le travail, pour expliquer aux populations quels sont nos objectifs, quelles sont nos positions. Nous nous sommes battus pour les réformes et autres. Nous avons essayé au niveau de l'opposition de nous mettre ensemble. Ça a été difficile. Nous avons réussi à créer CAP 2015 qui aujourd'hui reste toujours un regroupement. Aujourd'hui, nous sommes à 4 partis politiques qui continuent la lutte pour la démocratie, l'alternance dans notre pays. Et donc, un foisonnement d'activités que nous avions eu à exécuter et tout ça, qui a eu pour véritable aboutissement l'élection présidentielle de 2015 qui malheureusement, comme pour sacrer à la tradition togolaise, s'est terminée comme tout le monde le sait. Et pour cette élection aussi, nous avons eu à sortir un mémorandum sur comment cela s'est passé, les résultats de tout ce processus-là et autres. Et ce mémorandum a été rendu public avant l'élection. Notre candidat, le président du parti, M. Jean-Pierre Fabre, a sorti son programme, la vision qu'il a du pays, la manière dont il compte gouverner ce pays-là. Ce programme aussi a été imprimé et mis à la disposition de tous les Togolais et autres. Donc voilà le foisonnement d'activités que nous avions eu au niveau de la ANC à accomplir tant en tant que parti politique que en tant que parti politique membre d'un regroupement de partis politiques. Il est bien entendu que les objectifs essentiels pour nous n'ont pas été atteints et donc c'est des objectifs qui sont reportés sur l'année qui vient 2016 et autres. Ça c'est au niveau du parti. Au niveau du Parlement également, vous savez que notre activité là-bas c'est de contrôler, d'abord de voter les lois, ensuite de contrôler l'action du gouvernemental. Et donc nous avons voté beaucoup de lois, nous avons voté pour certains, nous avons voté contre, notre mandat étant de représenter le peuple togolais là-bas à l'hémicycle pendant 5 années, un mandat de 5 ans. Et donc, ce que nous estimons être dans l'intérêt du peuple, nous cautionnons, mais ce que nous estimons ne pas être dans l'intérêt, nous n'avons pas cautionné. Je donnerai l'exemple du code pénal pour lequel nous avons voté, nous nous sommes abstenus pour la simple raison que 2 grands problèmes n'étaient pas résolus dans ce code-là. Il s'agit de la pénalisation à outrance par des peines privatives de liberté, des délits de presse, et ensuite de la non-prescriptibilité. Article 497. Tout à fait, et de la l'imprescriptibilité du crime de torture et autres. Bon, 2 arguments qui nous ont empêchés donc de prendre part à ce vote-là que nous estimons être scélérat et qui ne répond pas aux attentes de nos populations. Bon, il en est également, bon, à la fin de l'année 2015 de la session budgétaire du budget que pour lequel nous avons voté contre également.
pour des raisons peut-être que nous aurons. On va parler tout à l'heure. Que nous aurons à analyser, approfondir tout à l'heure. Si le confrère a une question à poser, à mettre par rapport au bilan des activités. Oui, d'abord, il faut faire remarquer que l'ANC, c'est une formation politique qui est de l'opposition, très dynamique sur le terrain. Nous l'avons vu sur le terrain un peu partout dans les contrées, et son leader aussi est très engagé. On le voit aussi dans les tournées pour rencontrer la diaspora, ce qui ne se fait pas avec les autres formations politiques de l'opposition. Mais avec l'ANC, on sent quand même que les Togolais de l'extérieur... C'est le chef de file de l'opposition. Tout à fait. Les Togolais de l'extérieur ne sont pas exclus. Et ils sont considérés et ensemble, je vois quand même qu'il y a un certain dynamisme pour faire évoluer la démocratie. Mais moi, la question que je voulais poser à l'honorable, c'est de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché lors de ces élections. Pourquoi l'ANC n'a pas pu obtenir ce déclic pour pouvoir aller vers l'alternance. C'est vrai, on en a beaucoup parlé, on ne va pas trop tarder là-dessus. Non, c'est l'occasion que nous avons d'avoir l'honorable avec nous. Mais vous savez, on peut débattre sur ce sujet-là pendant des jours et des jours. Plusieurs émissions. Pas. Mais très succinctement, je dirais que c'est parce que nous sommes face à un régime qui ne veut pas faire l'alternance. J'ai parlé tout à l'heure des réformes qui n'ont pas été réalisées, contrairement à l'engagement pris devant la communauté internationale dans l'APG et autres et tout ça, notamment la limitation du mandat présidentiel et le mode de scrutin à 2 tours. Et il se trouve aujourd'hui que le Togo reste pratiquement le seul pays dans la sous-région qui n'a pas dans sa constitution ce grand problème de limitation du mandat. Dans les organisations internationales, lorsque nous allons dans les missions aujourd'hui, c'est quelque chose qui est débattu et qui est pratiquement imposé à tous les États pour éviter les crises politiques en Afrique. On a trouvé que c'est la solution qu'il faut. Et donc, ce problème-là, nous l'avions réglé depuis 92, en fait, lorsque nous votions par référendum la Constitution de 92. Mais vous savez, les péripéties avec lesquelles ça a été enlevé, etc. et tout ça. Donc, il y a ce problème-là. De refus d'alternance du régime qui dirige notre pays. Et il y a aussi le problème de nous-mêmes au sein de l'opposition. Et ça, c'est ce problème-là, moi, qui me concerne véritablement, parce que vous vous rappelez que nous avions eu beaucoup de problèmes. J'ai dit tout à l'heure que nous avions essayé de nous mettre ensemble au cours d'un concat qui a duré 3 mois pour accoucher finalement d'une souris et très petite souris. Voilà, vraiment d'une souriette, si on peut l'appeler ainsi. Et ensuite, bon, ceux qui se sont entendus, nous avons continué, nous avons désigné un candidat unique et derrière lequel tous les partis politiques qui se sont entendus devaient s'aligner. Même là, il y a eu encore des défections et autres, et nous sommes allés. Il y a d'autres partis politiques dites de l'opposition qui ont prôné le boycott en disant que si on ne réalise pas les réformes, il n'y aura pas d'élections, ils ne participeront pas. Il y en a qui ont dit qu'ils vont empêcher cette élection-là. On a attendu, personne n'a pu empêcher les élections et autres. Et il y en a qui ont prôné le boycott, etc. et autres. Et le jour du scrutin, pendant la campagne électorale, nous avons été ébahis de voir que c'est des partis de l'opposition même. Parce qu'un parti de l'opposition qui appelle au boycott, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il fait le lit du parti au pouvoir. Parce que lorsque vous appelez, un parti politique appelle des gens à voter, à boycotter des élections, ce n'est pas les militants du parti au pouvoir qui boycotteront, c'est les militants de l'opposition qu'on appelle au boycott. Mais au même moment, s'il vous plaît, dans l'opposition aussi, on dit, oui, laissez-moi terminer. Et donc, qui ont appelé au boycott, ça veut dire que c'est les militants de l'opposition qu'on appelle à ne pas aller aux élections. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons vu ces partis-là qui ont décidé de boycotter les élections le jour du scrutin appelé à voter unis, tout en se réclamant de l'opposition. J'ai eu à faire des émissions où j'ai donné les preuves de ce que je disais, et ils savent très bien que ce que je dis, ce n'est pas de la rigolade, parce que moi, j'étais sur le terrain pendant les 2 semaines qu'avait duré la campagne électorale, et ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu m'avait sidéré par rapport à nos propres turpitudes
au sein de l'opposition. Maintenant, si ils estiment que c'est nous qui avons fait le lit du parti au pouvoir, moi je ne sais pas. On a entendu cela également. Oui, parce que nous sommes pas allés à l'élection, vous êtes allés, vous saviez que vous n'allez pas gagner. Vous savez, je ne sais pas qui nous a dit, nous avons créé un parti politique. D'accord? Et nous sommes responsables. Nous avons formé une coalition de partis politiques et nous sommes responsables. Nous n'avons pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Nous sommes un parti politique. Et un parti politique, son objectif, c'est la conquête du pouvoir. Et à moins de décider de faire une lutte armée, la conquête du pouvoir se fait nécessairement par les élections. D'accord? Et ce que nous avons voulu faire au Togo, ce n'est pas le Togo qui a la primeur de ça. Au Sénégal, ça avait été pareil. Le Sénégal a été confronté également à un refus de Wade à l'époque de faire les réformes et de se maintenir au pouvoir, de prôner la limitation des mandats. Qu'est-ce que l'opposition sénégalaise a fait? L'opposition sénégalaise, comme un seul homme, et a participé à l'élection présidentielle et aller battre Wade dans les urnes et autres. Après, lorsque M. Macky Sall est venu au pouvoir, les réformes ont été faites. Voilà ce qui s'est passé au Sénégal, qui est un pays, je dis vrai, peut-être en avance sur le plan démocratique que le Togo, mais je dirais qu'il est un pays africain tout comme le Togo. Alors, qu'on vienne de rendre l'ANC au CAP 2015 responsable de cela, mais ceux qui ont boycotté, ceux qui ont boycotté, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Ceux qui ont dit qu'ils allaient empêcher l'élection présidentielle, ils ont réussi à empêcher l'élection présidentielle. Nous étions ouverts. L'essentiel pour nous, c'est que l'alternance vienne dans nos pays, c'est que la démocratie vienne dans nos pays. Que ce soit la démocratie, l'alternance. Oh non, la démocratie, vous savez, la démocratie a ses principes et autres et tout ça. On philosophera même longtemps. Il y a des principes qui ne sont pas. On philosophera longtemps, monsieur Houdou, sur la démocratie et vous réaliserez avec moi que en matière de démocratie au Togo, c'est peut-être le qualificatif. Quelqu'un vous donnera aussi. Oui, on va marquer une pause, vous permettez, on revient tout à l'heure. Je sais que Ibrahima a beaucoup de questions, mais on ne va pas vraiment s'attarder là-dessus. Oui, on revient tout à l'heure. Il est 10h30. Nous sommes de retour. Merci beaucoup, Maître, d'être avec nous ce matin. Vous êtes la présidente du groupe parlementaire ANC et deuxième vice-présidente du même parti. Merci également au confrère Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau, qui est là et qui a encore une question pour la suite de cette émission. Une toute petite question, vous avez Oui, une toute petite question. Juste pour demander à l'honorable, parce qu'ils ont fait une coalition et entre-temps, il y a eu des défections. Mais aujourd'hui, les langues se délient. Et tout récemment, il y a un leader de parti politique qui a fait chemin avec l'ANC qui dit que la formation politique, en tout cas de M. Jean-Pierre Fabre, aurait reçu de l'argent auprès de certaines personnalités. On parle de Bolloré, on parle de John Mahama, on parle de Ouattara, on parle de Blaise Compaoré. Bon, ce que je voulais savoir. D'accord. Maître, répondez. Maître, est-ce que vraiment je peux savoir lequel. Il y a eu un mémorandum qui a été publié par M. Abbas Kaboua du MRC. Oui, justement, on va en parler. Vous savez, je crois que monsieur Mouzou doit savoir. Moi, j'ai des principes. Lorsque je fais la politique, personne m'a poussé à faire la politique. Et j'ai pris sur moi de m'engager dans cette lutte-là. Et j'essaye, autant que faire se peut, de faire la politique avec respect, avec honneur. Et moi, je ne verse pas dans le caniveau. Je ne me vote pas non plus dans la boue lorsqu'il s'agit de prendre des positions sur des problèmes sérieux, parce que il s'agit de problèmes sérieux ici. Donc c'est pour ça que moi je ne rentre pas dans ces genres de polémiques là pour dire que on a pris de l'argent et tout ça, parce que vous savez, monsieur Jean-Pierre Fabre, ce qui est essentiel et extraordinaire aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un a mal au ventre, c'est lui. C'est monsieur Jean-Pierre Fabre. Quand des gens ont des maux de tête, c'est Jean-Pierre Fabre, etc. Et tout ça. C'est une question de jalousie et d'envie injustifiée que des gens qui ont créé des partis politiques, au lieu d'aller travailler, comme je l'ai démontré tout à l'heure,
préfèrent venir faire la politique sur les ondes en insultant, en vilipendant les gens. Moi, je ne réponds pas à ces gens, à ces gens de choses. Et donc, je leur dis, le monsieur Bolloré dont on parle, il est vivant, il est là. Je crois que si moi je suis avocat de profession et lorsque vous accusez quelqu'un de quelque chose, c'est vous qui accusez qui devez apporter la preuve. Moi j'attends que ces gens-là apportent les preuves de ce que nous avons reçu de l'argent de monsieur Bolloré et nous avons reçu de l'argent de tout ce que on est en train de citer parce que je suis vice-président de l'ANC et les problèmes d'argent au sein de l'ANC, j'en connais un rayon. Nous nous battons avec nos propres moyens et nous savons que la campagne électorale, conformément aux tests en vigueur au Togo, a été financée d'une certaine manière. Je crois que c'est l'ordre de 75 millions que tous les partis politiques ont reçu, quelle que soit leur taille, ceux qui devaient participer aux élections et autres et tout ça. Ça, c'est quelque chose de légal et tout ça, c'est ce que moi je sais. Pour le reste, je sais que les députés ont beaucoup contribué. Je sais que depuis que nous avons créé l'ANC, nous avons toujours pris nos responsabilités par rapport à la gestion financière de ce parti dans la douleur et n'en déplaise à ceux qui ont créé des partis politiques, que pour régler des problèmes dessous, c'est leur problème à eux, ce n'est pas le nôtre. Notre problème, nous, c'est nous gérons un parti politique avec responsabilité et nous ne versons pas on a compris, dans la polémique. On va aller rapidement en 2016. Qu'est-ce que vous prévoyez au cours de cette année? Beaucoup d'activités au niveau du parti. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes fixés un objectif, lequel n'a pas été atteint en 2015. Et donc pour nous, la lutte continue. Et donc nous remettrons sous le métier les reliquats de tous les problèmes qui sont restés en suspens. La bataille pour les réformes, parce que ce n'est pas fini. La bataille pour les réformes à laquelle vient s'ajouter une autre bataille, celle des locales. Parce que vous savez aussi que les locales, l'engagement a été pris depuis 2004 au cours des 22 engagements pour que les locales puissent être organisées. Ensuite, au niveau de l'APG, on en a également parlé. Et même à l'Assemblée nationale, la dernière fois, lorsque le Premier ministre était venu présenter son programme d'action devant le Parlement, avait promis l'organisation des locales. Aujourd'hui, nos collectivités locales sont entre les mains de délégations spéciales. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que cela dure une gestion catastrophique de nos collectivités. Et je crois qu'il est temps, et même la communauté internationale est d'accord aujourd'hui avec nous. L'Union européenne a sorti un rapport sur la nécessité de l'organisation des locales dans notre pays. Et au niveau de l'Assemblée nationale, la dernière fois, lorsque nous étions en commission pour l'étude du budget, nous sommes revenus sur cela en posant des questions parce que dans le budget 2016, nous n'avons pas vu de ligne consacrée à l'organisation potentielle et locale en cette année 2016, et ce qui nous a posé énormément de problèmes. Bon, bien évidemment, les réformes, les locales, mais également aussi la gestion quotidienne du pays sur le contrôle de l'action gouvernementale, tel que je l'ai dit, les problèmes sociaux qui se posent à notre pays. Également, un problème qui concerne spécifiquement le groupe parlementaire, c'est le problème des décrets d'application relatifs à certains tests que nous avons eu à voter et qui méritent d'être accompagnés pour être exécutoires définitivement. Ces tests ont été promulgués, publiés, mais les décrets d'application prévus pour leur mise en œuvre n'ont pas été pris. Il s'agit, je donne un exemple comme ça, du statut national de la police, qui a été voté depuis, je crois, juillet ou août 2015, et dont le décret d'application n'est toujours pas voté, pris. Il s'agit également du test relatif au statut de l'opposition. Sur le chef de file, vous avez dit chef de file de l'opposition en caractérisant monsieur Jean-Pierre Fabre tout à l'heure, mais ce que vous ignorez, c'est que le décret n'est toujours pas pris, alors que nous avons accompli toutes les formalités prévues
par ce test-là depuis 2013. C'est pour cela, au cours d'une interview, il nous a dit qu'il ne va pas dans les manifestations officielles parce qu'il ne sait pas à quel titre il va y aller. Voilà, tout à fait, parce que vous savez, c'est ça le réel problème de notre pays. Le chef de l'État a fait un discours en disant que bon, il prône les institutions fortes, etc. et autres, mais nous rendons compte que en réalité, le problème, l'essentiel des problèmes du Togo, c'est le manque de la valorisation des institutions dans notre pays. Vous comprenez, lorsque vous instituez un chef de file de l'opposition et que vous savez très bien que le décret doit être pris, puisque cela a été, c'est moi en tant que président du groupe parlementaire qui ai accompli les formalités lorsque nous avions bouclé les élections législatives. Je crois que ces formalités-là ont été accomplies parce que c'est ce que prévoit le test depuis octobre, je dirais octobre ou novembre, tout au plus 2013. Et donc, nous sommes en 2016. Je crois que c'est une volonté délibérée de ne pas prendre ce décret. Pour le statut de la police aussi, nous avions, lorsque nous discutions de ce test à commission-là, fait des recommandations en demandant à ce que ce test-là, le décret puisse être pris très rapidement pour que l'évaluation ou la remise en forme de ce statut-là puisse apparaître dans le budget 2016. Qu'on a eu à voter au niveau de l'Assemblée nationale là, le 30 décembre dernier. Mais malheureusement, là, tout ça n'a pas été fait. Et donc, nous, en tant que députés, nous ne pouvons pas faire notre travail constitutionnel, je dirais, en votant des lois, mais que le gouvernement, dont nous devons contrôler l'action aussi, refuse de faire sa part qui consiste à la peut-être le gouvernement, il faut aller chercher les moyens, tout ça, peut-être qu'il est en train d'en chercher. Mais on va parler justement de la loi de finances exercice 2015 qui a été votée le 30 décembre 2015 par l'Assemblée nationale. Elle s'équilibre en dépenses à 2,2 milliards de francs CFA et en recettes à 962,8 milliards, avec un gap de financement de 39,4 milliards de francs CFA. Sans surprise, l'ANC n'a pas voté, a voté donc contre cette loi. Vous avez donné des raisons que nous avons, et puis nous avons eu à diffuser sur nos antennes, mais on va encore en parler d'une manière, en tout cas profonde. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il est trop ambitieux? Qu'est-ce que vous reprochez à ce budget, maître? Bon, d'abord, je dirais, vous avez dit sans surprise. Pourquoi sans surprise? L'année dernière, vous ne l'avez pas fait. Non, ce n'est pas une raison. Vous savez, nous avons toujours dit, et le gouvernement le sait très bien, que l'ANC a toujours exprimé sa disponibilité à soutenir le gouvernement chaque fois que l'action gouvernementale aura pour finalité. Et nous avons donné à tous les ans, lorsque nous votons le budget, nous déclamons. Alors, nous déclinons toujours cette disponibilité à soutenir le gouvernement lorsque la collecte transparente et la juste allocation des ressources de l'État est prise en compte. La rationalisation des dépenses publiques et la suppression des dépenses fantaisistes et des dépenses hors budget. L'assainissement de la gestion... Vous pensez que le gouvernement peut faire des dépenses fantaisistes, madame? L'assainissement de la gestion des sociétés d'État. L'intérêt général, la sécurité et la protection des populations. L'amélioration des conditions de vie des populations togolaises et l'amélioration des conditions d'études et de travail des élèves, des étudiants, du corps enseignant, du corps médical, ainsi que des fonctionnaires et autres travailleurs de notre pays. Voilà. Nous disons que nous sommes disponibles à suivre le gouvernement si l'action gouvernementale va vers tout cela. Mais lorsque on nous amène un budget dans lequel nous remarquons que cela n'est pas pris en compte, nous ne pouvons pas le voter. Nous avons déjà fait part publiquement de notre disponibilité. Et donc le gouvernement n'ignore pas les conditions dans lesquelles nous le suivrons d'action-nation. Maintenant, si ces actions-là vont contre ce que nous avions dit, bien entendu, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire ça surprise. Il revient au gouvernement de faire en sorte que ce que nous avons dit, qui est bien pour tout le peuple togolais, une fois que c'est respecté. Pourquoi nous n'avons pas voté et que nous estimons que tout ce que nous avons dit, notre disponibilité là, à soutenir n'a pas été prise en compte, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans ce budget-là. D'abord, en ce qui concerne les recettes, ce qu'on appelle couramment les recettes extérieures, extraordinaires. C'est les dons que nous recevons de nos partenaires de l'extérieur du pays et autres.
Au niveau des recettes, dans le budget 2016, ces dons extraordinaires là, ont été augmentés de 16% par rapport au budget de l'année dernière, 2015. Or, lorsque nous faisions l'étude du budget en commission, le ministre des Finances, commissaire du gouvernement, nous a appris, parce que nous lui avons posé la question. Bon, en ce qui concerne les prévisions qui ont été faites, en ce qui concerne les dons projets et autres là, quels sont, on était en décembre quand le projet de budget a été déposé sur la table de l'Assemblée. Quel était l'objectif atteint? Alors, il nous a dit qu'ils ont atteint l'objectif de 54,6%. Ça veut dire que ces dons-là devaient être mobilisés à 100%. Mais en décembre, au moment où nous discutions du budget, on n'a fait que 54,6%. En 2015, le budget de 2015 arrivant à exécuter à terme le 31 décembre. Vous comprenez? Et donc, si on est arrivé à 54,6%, mais comment ça veut dire qu'on n'a pas pu atteindre l'objectif fixé? Et on augmente ces recettes-là de 16%. Alors, nous avons dit, mais... Peut-être qu'il y a eu beaucoup plus de promesses pour 2016. On ne sait jamais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, d'autant que, vous l'avez dit tout à l'heure, que le budget a été voté contrairement aux autres budgets qui étaient votés en équilibre, avec un gap de 39,4 milliards. Alors, nous avons dit, mais le gap, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dépenses sont supérieures aux recettes. Donc, c'est la différence, c'est la différence entre donc, ces recettes-là supérieures aux dépenses qui constituent le gap de 39,4 milliards. Alors, nous avons posé la question, ça va, mais où est-ce que vous comptez trouver les 39,4 milliards en question? Bon, on nous répond que non, on est en attente des fonds arabes qui doivent venir et tout ça et autres. Ah bon? Les fonds arabes, et ça doit venir comment? On dit non, les discussions n'ont pas encore commencé. Alors, voilà. C'est la prévision, donc il faut... Oui, non, mais des prévisions, mais lorsque le budget vient sur la table de l'Assemblée nationale, tout cela doit être bouclé pour qu'on puisse répondre de manière efficiente aux députés. Lorsqu'on ne peut pas dire aux députés, nous espérons avoir pour financer un cap dans un budget des fonds et sur des discussions qui n'ont même pas encore commencé. Ensuite, il y a un problème plus grave. C'est que vous savez que les sociétés d'État contribuent aux recettes de l'État à travers des impôts sur les sociétés et les dividendes. Or, il se trouve que nous avons remarqué que plusieurs sociétés d'État affichent malheureusement des déficits inacceptables et qui font que ces sociétés-là ne participent même plus aux recettes dans le budget de l'État. Il s'agit par exemple du port autonome de Lomé. Justement, vous avez parlé du problème des transitaires non agréés tout à l'heure. Le port autonome de Lomé qui a été rénové, puisqu'il y a eu le 3e quai, il y a eu Lomé Container Terminal, etc. Mais bizarrement, le port autonome de Lomé et ses contributions en dividendes n'ont pas du tout évolué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce qui pose un problème. Maintenant, plus grave. Les aménagements viennent d'être faits, on espère peut-être qu'en 2016, plus grave, c'est que la CET, par exemple, la CET, lui, elle affiche un déficit de 42 milliards. Et lorsque nous avons posé la question de savoir, mais à quoi c'est dû? On nous dit que c'est des dettes des services publics, des collectivités locales qui ne payent pas leur redevance en électricité due, les hôpitaux. Et c'est que surtout Contour Global que nous avions eu à contester dans le temps, que Contour Global se révèle aujourd'hui une véritable arnaque politico-économique. Donc, 42 milliards de déficit pour la CET et plus grave pour Togo Télécom. Moi, vous savez, je ne suis pas expert en la matière, mais on m'a dit que dans un pays, la société qui marche le plus, qui ne peut jamais avoir de problème de trésorerie ou autre, c'est les sociétés de téléphonie. Parce que cela marche toujours. Et vous savez que notre pays, le Togo, a un coût en matière de télécommunication, le coût le plus cher pratiquement de la sous-région. On va donner des coûts. Oui, tant en filet. Non, on a comparé. On a fait les comparaisons pour l'étude de budget. C'est-à-dire que nous n'avançons pas n'importe quoi. On a fait des comparaisons pour l'étude du budget pour savoir. Et donc, en matière de téléphonie filaire, que cellulaire et autres, Internet et tout ça, notre pays affiche des coûts exorbitants. Or, il se trouve que Togo Télécom, depuis 8 ans, est en descente, continue sa descente en affaires avec 8 milliards, depuis 2014, 8 milliards de dettes, de déficit cumulé.
Et donc, voilà pour les 3 exemples que je donnerai. Maintenant, c'est s'agissant des anomalies constatées au niveau des recettes. Ça. Maintenant, au niveau des dépenses, il y a eu une grave opacité dans la gestion des ressources. Vous avez posé la question de savoir comment est-ce que l'État peut faire des dépenses. Voilà, des dépenses. Je dis non. Voilà, c'est l'exemple que je vais vous donner tout à l'heure, que les ressources mises à la disposition de certains ministères sont en principe en violation du principe de l'universalité des comptes publics, parce que vous savez que pour les comptes publics, tout doit être logé au trésor public, et lorsqu'on ordonne ordonnance les dépenses et autres, c'est le trésor public qui est la banque de l'État. Mais il se trouve que au cours du budget, nous avons découvert qu'il y a des ministres qui prennent la liberté de gérer les fonds mis à leur disposition comme si ces fonds-là étaient leur propriété privée. Ben, et je vous vois sourire, mais je ne raconte pas n'importe quoi. Non, tout vous à savez, fait. Peut-être que vous estimez que c'est des problèmes. Non, c'est normal. Peut-être que vous estimez que bon, ils font ça comme. Non, je vais vous dire. Mais eux seuls savent. C'est les problèmes qui ont été débattus et c'est des problèmes qui ont été dénoncés par le Fonds monétaire international dans son rapport d'août dernier. D'accord? Et le ministre du développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, qui à travers le fonds NFI, le fonds FNFI, financé par des ressources internes et des emprunts de l'État, gère cette dotation-là sous forme d'articles, ils appellent ça les actifs circulants à travers des comptes privés. Des comptes privés ouverts dans les livres d'Ecobank, Dora Bank et du TB sans aucun contrôle du trésor. Tout ça au service des populations. Non, vous savez, les finances publiques ont une procédure bien déterminée. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, nous avons voté une loi de finances. La loi organique sur les lois de finances, c'est... attendez, je vais vous dire, c'est la loi organique numéro 2008-019 du 29 décembre 2008 relative aux lois de finances qui prévoit des procédures. Aucun ministère ne peut gérer les fonds de l'État sur la base ou bien à travers des comptes privés ouverts dans les livres des banques. Plus grave, le ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique et autres gère des fonds mis à sa disposition par l'État indien pour le développement du secteur agricole. Lui, à travers, c'est lui-même qui nous l'a dit, à travers un compte ouvert dans les livres de l'UTB sans signataire. Sans signataire, et il dit que c'est sur autorisation du ministre des Finances qu'il agit de la sorte. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas quels sont les ministères de manière précise qui gèrent les fonds de l'État avec cette curieuse procédure qui est contraire de toute façon à l'orthodoxie budgétaire. Et je vous ai dit tout à l'heure que le FMI, dans son rapport, a dénoncé ce comportement-là. Maintenant, il y a aussi un autre chapitre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous ne voyons pas dans ce budget-là, en ce qui concerne les dépenses, quelques dotations que ce soit pour l'organisation des locales. Vous voyez? Et mieux encore, et non moins grave, et pour terminer, c'est les dettes de l'État togolais. Vous savez, en 2010, le Togo, la dette publique du Togo était évaluée à 1262,17 milliards. Et à cette époque-là, le Togo a atteint l'initiative des pays pauvres très endettés. Le fameux PPTE. D'accord? Et le fameux PPTE-là nous a permis d'avoir une réduction de 80% sur les dettes extérieures, de la dette extérieure qui était évaluée à l'époque à 740,51 milliards. OK? En 2010, nous avons donc bénéficié de la remise de dette à 80%. Monsieur, nous tenez-vous bien, 5 années après, à l'heure où je vous parle, 2015, la dette du Togo est évaluée à 1336,8 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dette a atteint même une proportion supérieure à des prêts pour beaucoup de choses. À la proportion on voit les roues. Attendez, à la proportion qu'on avait en 2010 et qui nous a poussé vers l'initiative PPTE. Ça veut dire qu'on va nous refaire encore une deuxième PPTE. D'accord. Nous allons retourner dans un deuxième PPTE. Donc voilà les raisons pour lesquelles
Vous avez voté contre. Nous avons voté contre. Maintenant, pour ce qui concerne la procédure autour de ce budget, nous avons remarqué que vous savez, la Constitution et la loi organique dont j'ai parlé tout à l'heure sur les lois de finances prévoient que les budgets doivent être déposés sur la table de l'Assemblée au plus tard première semaine d'octobre, début de la session budgétaire. D'accord ? Et que les députés doivent avoir au moins 45 jours pour étudier et voter le budget. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le projet de budget a été déposé sur la table de l'Assemblée nationale pratiquement vers le 10 décembre. Et nous avons travaillé, je dirais, de jour comme de nuit pour pouvoir... Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un budget, c'est plus de 700 et quelques pages de documents, et de documents des fois très techniques, avec beaucoup de chiffres à étudier. Et ça a été une session incroyable. Et donc, nous disons que ce budget est intervenu en violation de la Constitution, puisque ça n'a pas respecté le délai. Ensuite, les règles élémentaires dont j'ai parlé tout à l'heure, ce ne sont pas des règles qui sont seulement nationales, hein, c'est des règles même communautaires. Sur ce que j'ai dit tout à l'heure, l'universalité des comptes publics, etc. et autres, le trésor public qui constitue véritablement la banque de l'État et autres et tout ça, c'est des règles, je dirais même internationales. D'accord. Puisque le FMI a désigné. Et donc, voilà. Et ensuite, il y a eu également dans la loi de finances la fameuse facture normalisée, où on a accordé des sanctions à amendes de 100 000 francs lorsque vous ne pas facture, lorsque vous ne respectez pas, laquelle sanction est applicable à tous les montants de facture. Ça veut dire que si vous faites une fraude, vous ne faites pas une facture normalisée d'un montant de 500 millions, par exemple, vous allez payer une amende de 100 000, et le pauvre vendeur de com au bord de la route qui ne fait pas de facture normalisée et dont la facture s'élève peut-être à 15 000 francs aussi paiera 100 000 francs. Ça n'a pas, il n'y a pas de justice dans le quota fixé pour cette amende-là. Donc, voilà, pour toutes ces raisons-là. Et lorsque je vous ai décliné tout ça, là, vous remarquerez que cela ne correspond pas à notre disponibilité de soutenir le gouvernement lorsque il fait ceci, il fait cela et tout ça. Et tout ce que j'ai déclamé tout à l'heure sont contraires à cette attente-là que nous avions du gouvernement pour pouvoir le soutenir. Voilà pourquoi vous avez voté. Voilà. Juste une question à mettre, Ibrahim, et puis on va partir parce qu'on est pratiquement en démission. Vraiment. Concernant les prêts, vous avez dit que la dette du Togo, a pris une certaine forme vraiment exponentielle. Et nous savons que tous les pays, pour pouvoir survivre et gérer, en tout cas subvenir aux besoins de leur population, sont obligés quand même de faire des prêts. Mais ce qui importe, c'est la gestion efficiente des fonds acquis dans le cadre de ces prêts. Mais nous avons suivi tout récemment le discours du chef de l'État qui parlait de la corruption et qui disait que cette corruption devait être combattue avec méthode. Mais en tant que parti politique et surtout d'un courant de l'opposition qui est au Parlement, le contrôle de l'action gouvernementale, étant donné que vous n'avez pas voté, comment l'appelle-t-on là, la loi de finances, le budget, est-ce que vous allez aussi vous désintéresser du contrôle citoyen et par ricochet le contrôle de l'action de l'État? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nous avons les raisons pour lesquelles nous n'avons pas voté le budget, nous l'avons dit tout à l'heure. D'ailleurs, l'une des raisons aussi pour lesquelles nous n'avons pas voté le budget, c'est que il y a ce qu'on appelle la loi de règlement. La loi de règlement, c'est la loi qui constate la réalisation, la mise en exécution du budget de l'année N-1. Ça veut dire que normalement en 2015, nous sommes en fin d'année 2015 en train de voter le budget 2016. Et donc, avant de voter le budget 2016, nous devions voter la loi de règlement 2014. C'est-à-dire comment le budget 2014 que nous avions voté a été exécuté. Dans les détails, chaque ministère, chaque dotation et tout ça, dans les détails, voir. Et cette loi de règlement-là, une fois le projet fait, doit être envoyé à la Cour des comptes, qui doit contrôler, poser des questions, rappeler des ministres, faire des choses pour voir si la corruption, c'est ça en fait le contrôle dont on parle, pour voir s'il y a eu corruption, s'il y a eu détournement, etc. et tout ça, avant de nous envoyer au niveau du Parlement. Et le contrôle se fait également par les
les députés là-bas pour l'exécution. Et donc, nous devions voter la loi de règlement de 2014. Mais à l'heure où je vous parle, la loi de règlement 2014 n'est même pas déposée sur la table de l'Assemblée nationale. Alors, voyez-vous, c'est ça la difficulté dans le contrôle. Mais ce n'est pas parce que nous avons voté contre le budget que nous n'allons pas contrôler. Bien au contraire, nous devons contrôler puisque nous avions émis des réserves sur le budget. C'est ça qui nous a empêché de voter. Et donc, le contrôle sera d'autant plus efficient que nous avons des inquiétudes que nous avons déjà portées à la connaissance des autres. Ça n'a rien à voir avec... Merci d'être venu. On aura toujours l'occasion. Mais je rappelle que Maître Aoui a cité des ministres. Si ces ministres sont sentis interpellés, cette émission est ouverte. Oh non, non, vous savez, à l'Assemblée nationale, malheureusement, les séances en commission ne sont pas publiques. Mais la plénière est publique. Hein. Cette question-là, nous l'avons posée en plénière le 30 décembre. Donc, je ne dis rien qui soit offensant ou diffamatoire. Le besoin de venir s'expliquer, cette émission est ouverte. Merci beaucoup, Maître. Vous pouvez m'inviter pour qu'on fasse le débat contradictoire aussi. Ça serait très intéressant. Présidente du groupe parlementaire ANC et deuxième vice-présidente du même parti, merci beaucoup d'être venue. Merci à Ibrahim Acha également d'être là, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Jean-Jacques Sounoubi était à la partie technique. Je suis Mathieu Mouzou. Nous vous souhaitons un bon week-end à lundi.